14 juillet 1976. Une nuit de fête nationale transformée en cauchemar. Dans un petit village de l'Est de la France, le silence est brisé par le fracas du verre qui explose. Une odeur âcre de fumée envahit les rues. Le crépitement lourd des flammes couvre presque le bruit des détonations. À l'intérieur de la maison en feu, la température monte en flèche. Un homme de 61 ans est piégé. Il ne cherche pas à fuir par la porte arrière. Il serre un pistolet dans une main et une carabine dans l'autre. Il tire frénétiquement à travers les fenêtres brisées. Il vise des ombres mouvantes dans l'obscurité. Mais les munitions s'épuisent. Le feu dévore les murs et la charpente. Lorsque les pompiers parviennent enfin à éteindre le brasier, il ne reste que des ruines fumantes. Sous les décombres, il découvre ce qu'il reste de l'occupant. Ce n'est plus un corps humain, c'est un tronc calciné d'à peine 1 mètre de long. La chaleur intense a consumé ses bras et ses jambes jusqu'à l'os. Le crâne est fendu en deux sous la pression thermique. À côté de lui, les armes tordues par le feu témoignent de son dernier combat. Son nom était Joachim Peiper. 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un a décidé de présenter la facture. Ce n'était pas un simple règlement de compte, c'était l'exécution de l'officier SS que l'on surnommait la Belle Bête. Pourquoi une telle violence contre un retraité ? La justice officielle avait échoué, mais la mémoire des victimes était restée intacte. À première vue, une vie paisible à la campagne. Mais en réalité, une cible mouvante qui attendait son heure, car le plus troublant n'est pas sa mort, c'est sa vie d'avant. Pendant des décennies, Peiper a vécu confortablement. Il occupait des emplois respectables, il marchait libre dans les rues. Pendant ce temps, les fantômes de milliers de morts hantaient encore les lieux de ces massacres. À l'image, les photos d'époque montrent un jeune officier arrogant. Aujourd'hui, il ne reste qu'un cadavre méconnaissable sur le sol en béton. De l'enfant chéri d'Hitler à ce corps brûlé dans la campagne française, la chute est totale. Le mal a cru pouvoir s'en tirer indéfiniment. La justice a pris son temps, mais elle a fini par frapper. 30 janvier 1915, Berlin. C'est ici que le futur criminel a poussé son premier cri. Il est né dans une famille respectée de la classe moyenne, originaire de Silésie. Mais son héritage n'était pas l'argent, c'était la guerre. Son père, Woldemar, portait les stigmates de l'histoire allemande. Ancien officier de l'armée impériale, vétéran de la campagne brutale du sud-ouest africain. Il en était revenu avec des blessures physiques et le paludisme dans le sang. Cette atmosphère martiale a forgé l'esprit du jeune Joachim. Il a grandi dans une maison stricte, le devoir, l'honneur, le nationalisme. Ce n'étaient pas des concepts abstraits, c'étaient des règles de vie quotidiennes. Son père a inculqué à ses 3 fils une unique vérité. La grandeur de l'Allemagne passe avant tout. Le service militaire est la vocation suprême. On ne discute jamais un ordre. À l'école, la réalité était différente. Joachim n'était pas un génie, ses notes étaient insuffisantes. L'université lui était interdite. Comment un étudiant médiocre a-t-il pu gravir les échelons si vite ? Le système académique ne voulait pas de lui, mais un autre système cherchait exactement ce type de profil. 1933. Adolf Hitler prend le pouvoir. L'Allemagne change de visage. Joachim a 18 ans. Il voit une porte s'ouvrir. Il rejoint les jeunesses hitlériennes avec son frère Horst. L'année suivante, il s'engage dans la SS. À première vue, une simple unité paramilitaire. Mais en réalité, l'instrument fanatique du futur Reich. La SS ne cherchait pas des penseurs. Elle cherchait des bâtisseurs pour le Reich de Milan. Peiper était le candidat idéal, jeune, physiquement affûté, idéologiquement vide et prêt à être rempli, ambitieux, 1935. À seulement 20 ans, il sort diplômé. Il est immédiatement accepté dans la Leibstandarte SS Adolf Hitler. À l'origine, c'était la garde personnelle du dictateur. La crème de la crème. Peiper avait réussi son entrée. Sur les images d'archives, on voit un jeune homme séduisant, propre sur lui, le regard intelligent. Son apparence impeccable a attiré l'attention des plus hauts sommets. Mais ce n'était que le prélude. En 1938, il rejoint officiellement le parti nazi. 2 ans plus tard, sa carrière explose. Il est sélectionné pour devenir l'aide de camp personnel d'Heinrich Himmler, le chef suprême de la SS, l'homme qui tenait les rênes de la terreur. Imaginez la situation. Un officier de 25 ans. Il travaille directement pour l'un des hommes les plus puissants du régime. Il est assis dans les réunions confidentielles. On y discute froidement de l'extermination systématique des Juifs d'Europe. Peiper a vu les cartes. Il a lu les rapports. Il savait exactement ce qui se passait à l'Est. Les témoignages d'après-guerre sont formels.
il n'a jamais émis la moindre objection. Dans l'ombre du Reichsführer, il a construit sa vie personnelle. Il a épousé Sigurd Henriksen, l'une des secrétaires d'Himmler. Ils ont eu 3 enfants. À l'image, une famille aryenne parfaite pour les magazines de propagande. Carrière, famille, idéologie, tout était parfaitement aligné. Mais les bureaux de Berlin ne lui suffisaient plus. Peiper ne voulait pas rester un officier d'état-major. Il voulait l'odeur de la poudre. Il voulait la gloire du combat. 1941. L'Allemagne envahit l'Union soviétique. Peiper quitte le confort des bureaux. Il rejoint la Leibstandarte sur le terrain en tant que commandant de compagnie. Il a troqué les dossiers contre les chars. Le front de l'Est l'attendait. Il avait laissé son humanité derrière lui. Le front de l'Est. C'est là que le masque est tombé. Qui était vraiment Joachim Peiper? Un simple soldat discipliné? Non. C'était un homme qui aimait tuer. Son unité opérait dans le sud. Il se battait autour de la mer Noire et de Taganrog. Peiper n'était pas un stratège prudent. Il fonçait. Ses tactiques agressives impressionnaient ses supérieurs à Berlin. Mais sur le terrain, le coût était exorbitant. Ses hommes tombaient par dizaines dans la boue et la neige. Peiper ne se retournait même pas. Les pertes ne signifiaient rien pour lui. Les lettres aux familles ne l'intéressaient pas. Seule la victoire comptait. En 1943, il a pris le commandement du 3e bataillon du 2e régiment de Panzergrenadiers. Puis est venue la 3e bataille de Kharkov, février et mars 1943. C'est ici que Peiper a forgé sa réputation de brutalité absolue. Son bataillon a reçu un ordre précis, briser les lignes soviétiques. Il fallait sauver la 325e division d'infanterie encerclée. Peiper a mis au point une tactique inédite, pas d'approche furtive, à première vue, une mission de sauvetage classique, mais en réalité, une campagne de terreur pure. Ces demi-chenillés attaquaient les villages en pleine nuit. Ils arrivaient de tous les côtés, à toute vitesse. Les mitrailleuses crachèrent le feu sur chaque façade, sur chaque ombre. Les balles traçantes déchiraient l'obscurité. Les toits de paille s'enflammaient instantanément. On entend le crépitement sec du chaume qui brûle. La panique était totale. Peiper adorait ça. Les flammes, les cris, la terreur paralysante que son unité inspirait. On a commencé à appeler son bataillon le bataillon au chalumeau. Certains disaient que ce surnom venait de la vitesse de ses attaques, mais les survivants soviétiques racontèrent une histoire bien différente. Mais ce n'était que le début de l'horreur. Le 17 février 1943, l'unité de Peiper est entrée dans le village de Krasnaya Poliana. Ils ont découvert une scène macabre. Des corps de soldats allemands gisaient au sol. Ils avaient été tués et mutilés par des partisans soviétiques. La réponse de Peiper a été immédiate et impitoyable. Il n'y a eu aucune enquête. Il a ordonné de brûler le village entier, chaque bâtiment, chaque maison, chaque abri. Et il a ordonné l'exécution de quiconque serait trouvé sur place. Femmes, enfants, vieillards, peu importait. Dans son esprit, ils étaient tous des partisans ou des complices. Ces hommes ont versé l'essence sur les murs de bois. Ils ont craqué des allumettes. Ils ont regardé le village disparaître dans un mur de feu. Le bilan exact reste contesté. Mais les témoins ont rapporté le massacre de dizaines de civils. La situation a encore empiré. 5 jours plus tôt, le 12 février, le régiment de Peiper avait occupé 2 autres villages, Yefremovka et Semyonovka. Des forces soviétiques en retraite avaient blessé 2 officiers SS. C'était un affront que les SS ne pouvaient pas laisser passer. Le 17 février, ils sont revenus pour se venger. Ils ont rassemblé les villageois. 872 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des nourrissons dans les bras de leur mère. Ils les ont séparés en groupes. Certains ont été alignés contre les murs et fusillés sur le champ. Les autres ont été poussés comme du bétail vers l'église du village de Yefremovka. À l'image, les lourdes portes de bois se referment sur la foule terrifiée. Les troupes SS ont verrouillé les issues. Ils ont aspergé le périmètre d'essence, puis ils ont mis le feu. 240 personnes étaient piégées à l'intérieur. L'église s'est transformée en fournaise. Les hurlements pouvaient être entendus à travers tout le village. Personne ne devait survivre. Pourtant, un témoin a réussi l'impossible. Ivan Kiselev, un garçon de 14 ans. Il a brisé une fenêtre et a sauté dehors avant d'être consumé par les flammes. C'est le seul qui a pu raconter l'histoire. Pour ses actions, Joachim Peiper a reçu la plus haute décoration militaire d'Allemagne. Le 9 mars 1943, c'est la date exacte de son apogée. Joachim Peiper reçoit la plus haute distinction militaire du régime, la Croix de Chevalier. À la radio, la voix d'Heinrich Himmler grésille en direct.
Le chef de la SS le félicite personnellement. Il l'appelle « mon cher Jochen ». Une familiarité glaciale qui résonne dans tout le pays. La machine de propagande nazie s'est immédiatement emparée de l'événement. Les journaux présentaient Peiper comme un commandant de char brillant, un leader né capable de décisions éclairs. Le journal de la SS l'a qualifié de maître de la situation, audacieux et peu orthodoxe. Ils ont fabriqué un héros sur mesure, et Peiper ne s'est pas caché. Il a savouré chaque seconde de cette attention médiatique, mais l'image publique cachait une réalité bien plus sombre sur le terrain. Les mois suivants, l'unité de Peiper a continué son massacre à travers le front de l'Est, novembre et décembre 1943. En Ukraine, la violence a changé d'échelle. Les témoins rapportent des ordres clairs. Peiper a exigé que ses hommes ne fassent aucun prisonnier. Les chiffres sont accablants. Sur les seules journées des 5 et 6 décembre, son unité a abattu 2280 soldats soviétiques. Ces hommes s'étaient pourtant rendus. Le village de Pekartchina a subi un sort pire encore. Il a été totalement rayé de la carte. Les soldats ont utilisé des lance-flammes. Les habitants ont brûlé vifs. À l'image, on imagine Peiper observant le brasier, le visage éclairé par les flammes. Il regardait, il ne s'est pas détourné. Janvier 1944, Adolf Hitler le reçoit pour son 29e anniversaire. Le Führer lui remet les feuilles de chêne pour sa croix. Mais l'homme qui se tient devant Hitler est une épave. Peiper est épuisé, physiquement et mentalement vidé par ces tueries incessantes. Les médecins de la SS l'examinent. Le verdict est sans appel. Repos forcé. Même pour les standards nazis, la violence avait dépassé les limites supportables. Mais c'est ici que le dossier devient troublant. Comment expliquer la contradiction de cet homme ? Un tueur d'enfants en Ukraine qui devient sauveur en Italie. En 1943, alors qu'il est stationné en Italie, Peiper découvre un groupe de Juifs capturés. Les autorités locales s'apprêtaient à les livrer pour la déportation vers les camps de la mort. Peiper est intervenu. Il a pris les prisonniers sous sa garde, puis il les a libérés. L'un d'eux était un rabbin qui a laissé un témoignage écrit sur cette clémence inattendue. À première vue, un acte d'humanité soudain. Mais en réalité, c'était probablement l'ivresse du pouvoir absolu. La capacité humaine à la contradiction défie l'entendement. Un homme brûle des villages d'une main et signe des libérations de l'autre. Peut-être aimait-il simplement décider qui avait le droit de respirer et qui devait mourir. Cette parenthèse fut brève. Septembre 1943. Le village de Bovs, dans le nord de l'Italie. Des partisans capturent 2 soldats de l'unité de Peiper. L'officier exige leur libération immédiate. Les partisans refusent. La réaction est mécanique. Peiper ordonne des représailles. Les armes ont craché le feu. 23 civils italiens ont été abattus sur place. Le village a été incendié. On entend encore dans les mémoires le bruit des murs qui s'effondrent. La guerre a fini par s'arrêter. Des années plus tard, la justice italienne a tenté de le coincer. Les procureurs ont monté un dossier pour crime de guerre concernant le massacre de Bovs. Tout semblait clair. Mais en 1968, les tribunaux allemands et italiens ont rendu leur verdict final. Preuve insuffisante, le dossier a été classé. Peiper est ressorti libre du tribunal. Décembre 1944. La guerre était perdue. À l'Est, les Soviétiques avançaient sans relâche. À l'Ouest, les Américains et les Britanniques resserraient l'étau. Hitler a alors conçu un dernier coup de poker désespéré, une contre-offensive massive à travers les forêts denses des Ardennes. L'objectif était simple, couper les armées alliées en deux et capturer le port stratégique d'Anvers. L'histoire a retenu ce nom, la bataille des Ardennes. En tête de ce fer de lance se trouvait Joachim Peiper. Il commandait le Kampfgruppe Peiper, une force de frappe colossale, 117 chars, 700 véhicules, près de 5000 hommes prêts au combat. Hitler s'attendait à ce que Peiper atteigne la Meuse en quelques jours seulement. Peiper était déterminé. Il ne décevrait pas son Führer. Le 17 décembre 1944. C'était le 2e jour de l'offensive. Le Kampfgruppe de Peiper fonçait vers l'ouest à toute vitesse. Au carrefour de Bonnier, près de la ville belge de Malmedy, la colonne allemande a croisé un convoi américain. À l'image, on distingue des véhicules non blindés. Il s'agissait de la batterie B du 285e bataillon d'observation d'artillerie. Des troupes de l'arrière, pas d'infanterie lourde. Ils se dirigeaient vers le sud pour rejoindre la 7e division blindée. Une cible facile. Les chars de Peiper ont ouvert le feu immédiatement. Les obus ont pulvérisé les véhicules de tête et de queue. Le convoi était immobilisé. Les Américains étaient piégés. Inférieurs en nombre, surpassés en puissance de feu, ils ont capitulé.
113 hommes ont jeté leurs armes dans la neige, ils ont levé les mains en l'air. À première vue, une capture de prisonniers standard, mais en réalité, un crime de guerre se préparait. Ici, les récits divergent sur un point. Piper lui-même avait déjà repris sa route vers l'ouest, il continuait l'attaque. Il a affirmé plus tard avoir laissé les prisonniers aux mains de ses subordonnés avec l'ordre de les envoyer à l'arrière. Mais ce qui s'est passé ensuite a rendu le nom de Piper tristement célèbre en Amérique. Les soldats SS ont rassemblé les prisonniers américains dans un champ. Ils attendaient pas là, désarmés, les bras levés. Ils pensaient être escortés vers un camp. Soudain, quelqu'un a donné un ordre. Les mitrailleuses ont craché le feu. Les prisonniers sont tombés en hurlant. On entendrait presque le bruit sec des culasses. Le carnage ne s'est pas arrêté aux rafales. Des soldats SS ont marché parmi les corps étendus. Ils cherchaient le moindre signe de vie. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Ils exécutaient les blessés d'une balle dans la tête. Certains Américains ont fait les morts, d'autres ont couru. Quelques-uns ont réussi à atteindre la forêt voisine. Mais quand les tirs ont cessé, 84 soldats américains gisaient morts dans la neige à Bonnier. Ce n'était que le début de l'horreur. Au cours des semaines suivantes, alors que le Kampfgruppe de Piper poursuivait sa route vers l'ouest, les meurtres ont continué. Prisonniers de guerre, civils belges, quiconque se trouvait sur leur chemin était abattu. Le 13 janvier 1945, Piper a finalement été forcé de battre en retraite. Son unité était accusée d'avoir tué 362 prisonniers de guerre américains et 111 civils dans divers endroits de Belgique. Les atrocités étaient si systématiques, si brutales, que les troupes américaines ont réagi. Elles ont commencé à refuser de faire des prisonniers SS. La consigne était tacite mais claire, tirer à vue. C'était une vengeance directe. L'offensive de Piper a échoué. Il a perdu tout son équipement lourd. Il a regagné les lignes allemandes avec seulement 800 de ses 5000 hommes d'origine. Un désastre militaire complet. Pourtant, Berlin l'a récompensé. Même dans la défaite, il a reçu les épées pour sa croix de chevalier. Le régime d'Hitler s'effondrait, mais il trouvait encore le temps de décorer l'officier SS qui avait assassiné des prisonniers. En mai 1945, l'Allemagne a capitulé. Piper a reçu l'ordre de se rendre aux Américains plutôt qu'aux Soviétiques. Il a ignoré l'ordre. Il a tenté de rentrer chez lui par ses propres moyens. La fuite a été courte. Les forces américaines l'ont arrêté plus tard ce mois-là. Les Américains ont jugé Piper. Le procès s'est tenu à Dachau, sur le site même de l'infâme camp de concentration. Mais 1946, le décor est planté sur les ruines infâmes d'un camp de concentration. C'est ici que Joachim Piper fait face à ses juges. Il n'est pas seul dans le box des accusés. 73 membres de son commandement sont assis à ses côtés. Le motif est lourd. Le massacre de Malmedy et les tueries systématiques pendant la bataille des Ardennes. Le procès a immédiatement déraillé. L'accusation a posé sur la table des piles d'aveux signés par les prisonniers allemands. Mais la défense a contre-attaqué avec violence. Elle ne parlait pas de justice, mais de vengeance. Selon les avocats, ces aveux avaient été arrachés par la douleur. Des simulacres de procès au milieu de la nuit, des passages à tabac, des os brisés. Les aveux étaient-ils forcés ? Une commission a confirmé plus tard que certains interrogateurs avaient abusé de la force, mais les faits physiques restaient têtus. Sur les clichés d'autopsie, le constat est froid. 84 corps de soldats américains gisent à Bonnier. La plupart ont reçu une balle dans la tête à bout portant. Ils étaient déjà blessés quand on les a achevés. Les civils belges ont décrit une mécanique de meurtre précise. Les survivants du massacre ont raconté la même scène. Des soldats SS marchant calmement à travers le champ pour exécuter ceux qui bougeaient encore. Les preuves étaient écrasantes. Le 16 juillet 1946, le verdict tombe comme un coup près. Joachim Piper est reconnu coupable. La sentence est la mort par pendaison. 42 autres accusés reçoivent la même condamnation. 22 partent pour la perpétuité. Les autres écopent de peine, allant de 10 à 20 ans. Mais l'histoire a pris un virage inattendu. Piper n'est jamais monté sur l'échafaud. L'atmosphère politique aux États-Unis avait changé. Des voix s'élevaient contre les méthodes d'interrogatoire de l'armée. Une commission du Sénat a soulevé des irrégularités majeures dans la collecte des preuves. Le sénateur Joseph McCarthy est entré dans la danse. Il représentait le Wisconsin et sa large population d'origine allemande. Il a fait pression. Il a transformé le dossier judiciaire en dossier électoral. À première vue, une justice implacable. Mais en réalité, un jeu d'influence politique. En 1951, la sentence de mort est commuée. Piper a échangé la corde contre la prison à vie.
Il avait passé 5 longues années dans le couloir de la mort à se demander chaque matin si c'était son dernier jour. Puis les événements se sont accélérés. En 1954, sa peine est réduite à 35 ans. Et le 22 décembre 1956, les portes de la prison s'ouvrent. Joachim Peiper a servi 11 ans et demi. Il a 41 ans. Il marche vers la sortie en homme libre. Il n'a pas eu à chercher du travail longtemps. Un réseau souterrain d'anciens officiers SS veillait sur les siens. Ils l'ont placé chez Porsche, puis chez Volkswagen. Imaginez la scène. Un criminel de guerre condamné, responsable de centaines de morts, vend des voitures à des familles allemandes ordinaires. Des clients qui voulaient juste oublier la guerre et avancer. Mais le répit fut de courte durée. Dans les années 60, l'Allemagne de l'Ouest a cessé d'ignorer ses fantômes. La justice a recommencé à traquer les crimes de guerre. Les délais de prescription ont été repoussés. Pour réduire leur propre peine, les anciens nazis ont commencé à donner des noms. Karl Wolf, l'ancien adjudant principal d'Himmler, l'a dénoncé. Werner Grothmann, le successeur de Peiper, l'a dénoncé. Les témoignages s'empilaient. Plusieurs témoins affirmaient que Peiper avait ordonné des massacres sur le front de l'Est. Peiper a tout nié. Il criait au complot, affirmant que tout cela était fabriqué par des agents soviétiques assoiffés de vengeance. En 1972, il a craqué. Fatigué des enquêtes incessantes, dégoûté par ce qu'il appelait la trahison de l'Allemagne envers ses vétérans, il a pris la fuite. Il a choisi la France. Il s'est installé à Traves, un minuscule village de Haute-Saône comptant à peine 200 habitants. Il a acheté une maison isolée, cachée au fond des bois, une propriété recluse pour un homme traqué. Il vivait là, avec ses chiens de garde et sa femme Sigurd, rongée par le cancer. 1976. C'est l'année où le passé a rattrapé Joachim Peiper. Sa femme, Sigurd, luttait contre un cancer. Elle faisait des allers-retours, souvent rejointe par leurs enfants adultes. Peiper, lui, travaillait sans relâche. Il traduisait des livres d'histoire militaire de l'anglais vers l'allemand pour un éditeur de Stuttgart. Sur les couvertures, il n'était pas Peiper. Il utilisait un pseudonyme, Rainer Buschmann. Il vivait caché, il vivait silencieux. Il se croyait intouchable. Pourquoi cet expert du renseignement a-t-il chuté ? Il maîtrisait l'art de la dissimulation professionnelle, mais il a commis une imprudence fatale en arrivant au village. Il s'est enregistré à la mairie sous sa véritable identité. En 1974, un ancien résistant français a croisé son chemin. Il a reconnu le visage. Il a contacté le Parti communiste français. Pendant 2 ans, les historiens du parti ont mené l'enquête dans l'ombre. Ils ont fouillé les archives. Ils ont exhumé les dossiers de la Gestapo. Chaque document confirmait l'horreur. Le 21 juin 1976, la bombe médiatique a explosé. Le journal L'Humanité a publié un article au vitriol. Le titre barrait la une. « Que fait ce nazi en France ?» Le texte était impitoyable. Il détaillait tout. Les crimes de guerre, les massacres en Ukraine, la tuerie de Malmedy, les cadavres de soldats américains et de civils soviétiques laissés dans son sillage. La situation a basculé instantanément. Le village de Traves s'est réveillé sous le choc. Quelques habitants avaient des doutes sur cet Allemand discret. Mais la majorité ignorait qu'elle dormait à côté d'un criminel de guerre condamné. La tension est montée d'un cran. Des œufs se sont écrasés sur sa façade. De la peinture a souillé les murs de sa propriété. Le courrier a apporté son lot de menaces de mort. À première vue, une maison de campagne paisible, mais en réalité, une cible prioritaire. Dans la ville voisine de Vesoul, un message a été tagué à la bombe sur les murs. « On te fera ton 14 juillet ». La référence était limpide. Le 14 juillet, la fête nationale, la chute de la tyrannie, la prise de la Bastille. Ce n'était pas un simple graffiti. C'était une promesse d'exécution. Peiper a senti l'étau se resserrer. Il a contacté la police locale. Il a exigé une protection. Les autorités ont envoyé un garde. Mais la surveillance ne durait que le jour. Une fois le soleil couché, le garde partait. La nuit, Peiper restait seul face à la forêt. L'ambassade d'Allemagne à Paris a été claire. Il fallait partir, tout de suite. Ses amis l'ont supplié de rentrer en Allemagne. Peiper a refusé. Il aimait cette maison isolée dans les bois français. Il ne voulait pas fuir une fois de plus. Peut-être pensait-il que ce n'était que du bruit. Peut-être se croyait-il encore invulnérable après avoir survécu à l'enfer du front de l'Est. Ou peut-être savait-il que la fuite ne servirait plus à rien. Mais l'escalade était inévitable. Le 13 juillet 1976, le téléphone n'a cessé de sonner. Les lettres se sont accumulées. Les menaces sont devenues précises. Ils allaient brûler la maison. Ils allaient abattre ses chiens. Aucune menace directe de l'assassiner lui, personnellement. Mais le sous-texte était évident.
La violence arrivait. Sur les images d'époque, on imagine la scène. Une BMW quitte la propriété dans un nuage de poussière. C'était sa femme, Sigurd. Certaines sources affirment qu'elle devait voir une amie à Strasbourg. D'autres disent qu'elle fuyait vers Francfort chez leur fils. Une seule chose est certaine, Joachim Peiper l'a renvoyé. Il a vidé la maison. Il savait que le danger était imminent. Seul dans le silence de la maison vide, Peiper s'est installé à son bureau. Il a écrit 2 dernières lettres. La première était destinée à Rudolf Lehmann, son ancien chef d'état-major et ami intime. Ces mots étaient lourds de sens. Il décrivait son havre de paix devenu un camp retranché. Il espérait pouvoir déménager à l'automne si les communistes me permettent d'attendre jusque-là. La seconde lettre était pour un autre camarade. Le ton n'était pas à la panique, il était à la résignation, un fatalisme froid. Il a posé son stylo. Il a attendu la nuit. Il savait qu'il viendrait pour le 14 juillet 1976. Le 14 juillet 1976. Pendant que la France tirait des feux d'artifice pour célébrer la fête nationale, un autre type de feu se préparait dans l'obscurité. Un groupe d'hommes armés a encerclé une maison isolée. L'opération était silencieuse. Qui étaient ces commandos nocturnes? La police n'a jamais arrêté personne. Le lendemain, un groupe nommé les Vengeurs a revendiqué l'action, mais les autorités n'ont jamais identifié les visages derrière ce nom. Certains pensent à d'anciens résistants français. D'autres soupçonnent des communistes venus exécuter une vieille menace, ou peut-être des anciens prisonniers de guerre, soviétiques ou américains, qui avaient survécu à la brutalité de Joachim Peiper et l'avaient traqué pour régler les comptes. 1 heure du matin. L'attaque a commencé. Les assaillants n'ont pas agi au hasard, ils ont avancé rapidement et méthodiquement. Ils ont approché la cible depuis 3 directions simultanées pour couper toute retraite. Le bruit du verre brisé a déchiré la nuit. À travers les fenêtres explosées, ils ont lancé des cocktails Molotov, de l'essence, des chiffons enflammés, des engins incendiaires primitifs, mais d'une efficacité redoutable. La maison s'est embrasée presque instantanément. Les enquêteurs trouveront plus tard les preuves. Le feu avait été allumé à 3 endroits distincts pour garantir la destruction totale. À l'intérieur, Peiper a réagi en soldat. Il a saisi ses armes, un fusil calibre 22 et un pistolet. Il s'est précipité dehors. Il a ouvert le feu sur les ombres qui bougèrent dans les ténèbres. Les douilles retrouvées sur le sol confirment l'affrontement. Il a déchargé ses 2 armes à plusieurs reprises. Mais la situation était désespérée. À première vue, un homme qui défend sa propriété. Mais en réalité, une cible encerclée sans aucune issue. Il était seul contre tous. Les assaillants étaient positionnés stratégiquement. Peiper tirait dans le vide. Sur quoi? Sur qui? La panique a fini par le gagner. Les témoins supposent qu'il a vu le nombre écrasant de ses ennemis. Ou qu'il a compris que la maison était déjà condamnée. Il a fait demi-tour. Il est rentré à l'intérieur du brasier. Peut-être pensait-il pouvoir mieux se défendre depuis le salon. Peut-être voulait-il sauver des documents compromettants. Nous ne connaîtrons jamais ses dernières pensées. Les flammes ont dévoré la structure en bois à une vitesse folle. La fumée est devenue épaisse, noire, mortelle. Dehors, le carnage continuait. Les chiens de Peiper hurlaient. 4 balles de calibre 6,35 ont été retrouvées dans le chenil taché de sang. Les assaillants avaient tiré sur les animaux, mais sans les achever. Leurs cris d'agonie se mêlaient au rugissement de l'incendie. À l'intérieur, l'étau se resserrait. Peiper était piégé. Que ce soit par choix ou par force, il ne pouvait plus sortir. La chaleur intense et les gaz toxiques l'ont submergé. Ces derniers instants ont dû être imprégnés de la même terreur que celle infligée à ses victimes par le passé. Les villageois brûlés vifs dans l'église de Yefremovka, les soldats américains abattus dans la neige en Belgique, les prisonniers soviétiques exécutés dans les champs ukrainiens. Le destin revenait frapper. Quand les pompiers sont arrivés des heures plus tard pour éteindre le brasier, le décor était apocalyptique. La maison n'était plus qu'une coque calcinée. Au milieu des ruines fumantes, ils ont découvert un corps, ou ce qu'il en restait. Le cadavre ne mesurait plus qu'1 mètre de long. Les bras avaient disparu. Les jambes avaient disparu. Entièrement consumé par le feu. Le torse était noirci et ratatiné comme du charbon. Le crâne était fendu en 2 sous l'effet de la chaleur extrême. Mais un détail a glacé les enquêteurs. Dans ce qui restait de ses mains fondues, le métal avait fusionné avec la chair. Il tenait encore son fusil et son pistolet. De la fumée noire dans les poumons. C'est ce que le rapport d'autopsie a révélé. Joachim Peiper n'est pas mort sur le coup.
Il était vivant quand l'incendie a ravagé la maison. Il a respiré les vapeurs toxiques. Il a senti la chaleur monter. L'asphyxie l'a tué bien avant que les flammes ne consument sa chair. À ses pieds, les enquêteurs ont retrouvé 2 objets. Un pistolet, un fusil. La position du corps racontait une histoire claire. L'ancien officier ne s'est pas laissé faire. Il tenait ses armes. Il visait la porte. Il s'est battu jusqu'à la dernière seconde. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée à l'incendie. Pourquoi les autorités françaises étaient-elles si gênées? Elles avaient une nouvelle encore plus sombre pour la veuve. Mais la réalité dépassait la simple annonce du décès. Sigurd Piper est arrivé à la morgue le lendemain pour récupérer la dépouille. Les médecins légistes ont ouvert le sac. Il manquait quelque chose. La tête avait disparu. Plus tard, les restes ont été restitués, mais dans un état méconnaissable. Le crâne avait été fracassé en plusieurs morceaux. Une seule dent était restée intacte. Sur la table d'autopsie, le message était brutal. Qui a profané le cadavre? Les assaillants? Un employé de la morgue? Le mystère reste entier. Ce manque de respect envers le corps faisait écho à celui que Piper avait montré envers ses victimes 30 ans plus tôt. L'enquête policière a piétiné dès le premier jour. Les gendarmes ont interrogé des voisins. Ils ont ramassé des débris carbonisés, mais les menottes sont restées à la ceinture. Le groupe revendiquant l'attaque se faisait appeler les Vengeurs. Personne ne les a jamais identifiés. Aucune photo d'homme masqué n'a circulé, malgré les rumeurs. Le dossier est resté vide. À première vue, une enquête criminelle standard. Mais en réalité, une impasse volontaire. La vérité est simple. Personne ne voulait trouver les coupables. Piper était un criminel de guerre condamné. Il avait déjà échappé à la pendaison une fois. Pour beaucoup, en France et ailleurs, la justice avait simplement pris du retard. Les journaux ne cachaient pas leur satisfaction. Certains titres célébraient ouvertement la mort du nazi. Le sentiment public était unanime. Il l'avait mérité. Le Times de Londres a titré froidement « Les Vengeurs tuent un colonel SS en France ». Mais ce n'était que le début du spectacle médiatique. 3 jours plus tard, le village de Travès a été envahi. Des voitures remplies de curieux ont convergé vers les lieux. À l'image, des touristes qui fixent les ruines. Ils venaient pas voir la carcasse de la maison. Ils voulaient aller voir l'endroit précis où le monstre avait brûlé. Une fascination morbide pour la chute d'un intouchable. La preuve que les crimes de guerre finissent toujours par se payer. Ce qu'il restait de Joachim Piper a traversé la frontière. Retour en Allemagne. Il a été enterré au cimetière de l'église Sainte-Anne, en Bavière. Il a rejoint le caveau familial. Une famille marquée par le malheur. Son père et sa mère l'attendaient déjà. Ses 2 frères aussi, morts tragiquement. Hans Hasso, emporté par la tuberculose après une tentative de suicide qu'il avait laissé dans un état végétatif. Horst, suicidé après des accusations d'homosexualité. La terre a recouvert le cercueil. Une lignée de tragédie et de honte s'achevait ici. Alors, qui était vraiment l'homme dans les cendres? Un brillant commandant militaire, victime du chaos de la guerre, ou un criminel rattrapé par son passé? La réponse tient en un mot: le sang. 30 ans n'avaient de rien effacé. Ce qui est indéniable, c'est la trace qu'il a laissée. Du sang de civils, du sang de prisonniers, du sang d'hommes, de femmes et d'enfants désarmés. Qu'il ait pressé la détente ou allumé les mèches n'a aucune importance. Il donnait les ordres. Il a bâti une culture de la brutalité. Il tolérait les crimes. Il les encourageait. À Malmedy, sa responsabilité était totale. Le feu a finalement purifié le dossier. 872 villageois. C'est le nombre exact de victimes entassées dans l'église avant d'être brûlées vives. Joachim Piper n'avait pas besoin de signer un ordre écrit. Ses subordonnés connaissaient la règle implicite. Pas de prisonniers, pas de pitié. La vitesse avant tout. Les soldats américains capturés à Malmedy n'étaient pas considérés comme des humains protégés par la Convention de Genève. Ils étaient vus comme un fardeau logistique, un ralentissement inacceptable. Le résultat fut immédiat, des corps laissés dans la neige. Sur le front de l'Est, les preuves sont encore plus accablantes. Plusieurs témoins ont confirmé la même scène. Piper ordonnait personnellement l'incendie des villages, avec les habitants enfermés à l'intérieur. Il ne se contentait pas d'obéir, il montrait un zèle particulier. Son bataillon a gagné un surnom, le bataillon Chalumeau. Ce n'était pas un titre affectueux, c'était une marque de destruction systématique. Mais ici, l'histoire se complique. Pourquoi Joachim Piper a-t-il fini ses jours en homme libre? Il avait été jugé, il avait été condamné. Pourtant, par le jeu des remises de peine et des vices de procédure, sa sentence a été commuée. Il a purgé 11 ans. Pour des milliers de morts, cela semblait dérisoire.
une insulte aux victimes. Mais légalement, il avait payé sa dette. En 1976, Piper n'était plus un officier SS. C'était un simple retraité allemand vivant légalement en France, à Travesse. Ceux qui sont venus le chercher n'étaient non pas des policiers, c'étaient des tueurs. Ils ont encerclé sa maison, ils ont lancé des cocktails Molotov, ils l'ont brûlé vif sans procès, sans avocat, sans mandat. Le fait que la victime soit un criminel de guerre change-t-il la nature de l'acte? À première vue, c'est un acte de justice héroïque, mais en réalité, c'est un meurtre prémédité. Beaucoup ont célébré la mort de Piper. Ils y ont vu une justice poétique implacable. L'homme qui brûlait les villages a fini brûlé dans sa propre maison. L'homme qui ne montrait aucune pitié n'en a reçu aucune. L'homme qui exécutait sans procès a été exécuté sans procès. La symétrie est parfaite, presque biblique. Mais cette satisfaction immédiate cache un piège dangereux. Si nous validons la justice populaire, où fixons-nous la limite? Si les tueurs de Piper sont des héros, alors n'importe qui peut décider qui mérite de mourir. L'état de droit s'effondre. La société bascule dans la vendetta. Le cycle de la vengeance devient infini. Pourtant, l'alternative est tout aussi insupportable. Regardez les faits. Si le système légal échoue, que reste-t-il? Si un meurtrier de masse peut sortir après une décennie et vendre des voitures au soleil, la justice existe-t-elle vraiment? Devons-nous accepter que certains crimes sont trop vastes pour être punis? Les victimes méritaient mieux. Les 872 de Yefremovka, les 84 soldats américains de Malmedy, les 2280 prisonniers soviétiques abattus en 2 jours et les centaines d'anonymes dont les noms ont disparu dans les flammes. Eux, ils sont morts. Lui, il a eu 20 ans de bonus. 20 ans de promenade, de lecture, de vie paisible dans la campagne française. Jusqu'à cette nuit du 14 juillet 1976. Quelqu'un a décidé que le dossier n'était pas clos. Sur les lieux, on imagine la scène. L'odeur d'essence, le crépitement du bois sec, les cris en allemand et en français. La mort de Piper se situe dans une zone grise. Justice ou assassinat? La réponse est probablement les deux, et c'est ce qui rend ce dossier si dérangeant. Quand la loi échoue, la violence remplit le vide. Piper est mort comme il a vécu, dans la violence. Il n'a pas fui par la porte arrière, il a pris un fusil, il a tiré sur ses assaillants invisibles. Il a combattu jusqu'à ce que le toit s'effondre sur lui. À l'image, le rapport de police est glaçant. Le corps retrouvé n'était plus qu'un tronçon calciné, une masse noire, recroquevillée, méconnaissable. Il ressemblait trait pour trait au cadavre qu'il avait laissé derrière lui en Russie et en Belgique. On récolte ce que l'on sème. Mais la différence est brutale. Contrairement à ses victimes, Piper a eu 30 ans pour réfléchir, 30 ans pour exprimer un remords, pour demander pardon. Il ne l'a jamais fait. Jusqu'à son dernier souffle, il est resté un nazi convaincu. Il affirmait que ses condamnations reposaient sur de faux témoignages. Il se voyait comme un simple soldat. Il n'a jamais reconnu l'humanité de ceux qui l'avaient tué. Alors, quand le feu l'a pris, il est mort seul. Pendant des années, les ruines de sa maison à Travesse sont restées en l'état. Un squelette de béton noirci au milieu des arbres. Certains visiteurs venaient là voir le lieu où la justice avait enfin frappé. D'autres venaient en pèlerinage sur le lieu d'un martyr. En 2016, 40 ans après, la forêt reprenait ses droits sur les décombres. C'est devenu une destination de tourisme sombre, un point sur la carte où la morale n'a pas de réponse simple. L'histoire de Joachim Piper est un avertissement. Le mal ne porte pas toujours un masque effrayant. Piper était beau, intelligent, cultivé. Il parlait bien. La propagande nazie en avait fait une icône sur papier glacé. Mais sous les médailles, c'était un monstre qui enfermait des civils dans des églises pour les brûler. Sa fin brutale nous enseigne une leçon dure. Les crimes de guerre ne s'effacent pas avec le temps. Mais surtout, ces crimes n'étaient pas une fatalité. Piper avait le choix. À chaque étape, il pouvait refuser. Il pouvait traiter les prisonniers dignement. Il a choisi la barbarie. 30 ans plus tard, cette décision est revenue le chercher sous la forme d'un cocktail Molotov. L'impunité n'existe pas. Elle est parfois juste très lente. Quels autres criminels de guerre ont échappé au radar? Y a-t-il des monstres modernes qui dorment tranquilles ce soir? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous, car le mal ne disparaît pas quand on ferme les yeux. Parfois, il faut des décennies. Mais l'addition finit toujours par arriver. La preuve par le feu.